Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, cette fois-ci pour le Texama Show 85, si, je ne sais même plus. Et première chose, première news un petit peu, c'est news de la chaîne. J'ai un nouveau setup pour enregistrer un petit peu ces vidéos-là. Un setup beaucoup plus pratique parce que, comme vous devez le voir actuellement, l'angle caméra est pas le même que d'habitude et techniquement ce n'est pas la même caméra que d'habitude. C'est mon ancienne caméra qui reste quand même bonne, hein, je pense, une bonne qualité quand même. C'est juste que j'utilise comme webcam basiquement maintenant, donc c'est-à-dire que je peux être en mode, je switch vers une scène, et puis hop, je peux activer la webcam directement comme ça. Donc là, je pourrais faire un live, vous voyez. Et c'est d'ailleurs le but, c'est que j'aimerais que les Texama Show soient faits en live, dans le futur, parce que c'était un petit peu le principe dès le début, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le faire exactement comme ça. Et du coup, j'ai tout en place maintenant pour le faire, et ça c'est génial. Il y a juste un petit problème comme... Vous voyez que là, l'image est rognée, j'ai un peu, genre, j'ai compressé. Il y a juste un problème dans OBS, c'est que genre, si vous rognez un périphérique vidéo, il se rogne partout. Genre, même dans le mode full screen que j'ai ici, il se rogne partout. Du coup, là, je clique d'abord ici, puis je clique ici pour réactiver la cam, parce qu'en fait, je l'ai ajoutée 2 fois. Mais si vous l'ajoutez 2 fois, elle ne peut pas être active les 2 fois. Donc, ouais. What the fuck, OBS? Donc, ouais, c'est un peu bizarre, mais voilà. Ça marche. Ça marche même plutôt bien. Et l'avantage, du coup, c'est que il n'y aura plus d'écho, parce que, du coup, j'enregistre directement avec le bon son, et je n'enregistre plus le son de la caméra, parce que je n'en ai plus besoin. Bon, là, je l'enregistre quand même pour être sûr que tout soit bien synchronisé, mais je n'en ai plus besoin quand même. Et aussi, c'est principalement tout. Plus d'écho, et c'est directement, genre, synchronisé et tout ça. Parce qu'avant, je devais synchroniser, je faisais même review, hein, pour synchroniser les deux bandes son. Maintenant, j'en ai plus besoin. Par contre, j'utilise le Camlink pour information pour lier cette caméra à l'ordinateur. Ça marche plutôt bien, mais ça rajoute du délai. Donc, je suis obligé de rajouter ce délai un peu partout. Donc, ce Texama Show sera un petit peu de test. Je sais pas si le délai est fixe. Normalement, il est fixe, mais vaut mieux tester. Donc là, je vais voir si au bout de 30 minutes d'enregistrement, si il ne serait plus fixe ou autre chose. Un autre avantage, c'est que j'ai plus de limite d'enregistrement parce que genre la caméra n'enregistre pas. Là, elle fait que montrer ce qui se passe. Et aussi, j'ai un adaptateur secteur dedans, donc elle peut tourner des heures. Genre littéralement, je pourrais tourner des heures. Aussi, un avantage, c'est qu'elle est sur un pied de micro, comme le pied du micro que j'ai là. Et du coup, je pourrais littéralement la mettre par-dessus le bureau en vue plongeante et faire des unboxings ou des vidéos réparation, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Par exemple, vous avez un vieux Galaxy S4, vous êtes en mode, pourquoi acheter un nouveau téléphone alors que vous pourriez réparer votre ancien téléphone et toujours pouvoir l'utiliser. Évidemment, il y a des petits désavantages et tout ça, mais ça peut être vraiment bien. Donc ça, j'aimerais faire comme style de vidéo et tout ça. Ou alors je suis en mode, regardez, on va changer la pâte thermique sur cette GTX 770 qui est en dehors de mon PC parce que je suis actuellement, d'ailleurs c'est une petite news à la chaîne, actuellement je suis en train de travailler sur une review de la RTX 2060. Ça arrive, je donne pas encore exactement de date, je travaille dessus, je veux que ce soit bien fait. J'ai fait tous les plans pour le dernier truc du système de water cooling, oui, ça arrive. Et comme j'ai changé mon setup d'écran aussi, peut-être une vidéo pour présenter un petit peu comment je travaille là-dessus, ça pourrait être fun. Dans tous les cas, je vous propose du coup de commencer avec les news de cette semaine-ci. Première news, c'est au niveau de Microsoft et de surtout en fait Windows 10 Mobile. Donc Windows 10 Mobile, je vous rappelle, c'était un OS mobile qui était basé sur Windows 10, qui était basiquement genre Windows 10 en mode genre sans tout ce qui est le support des apps System 32. Donc en gros, vous n'aviez que les apps qui sont sur le Windows Store, ok. Euh, Maintenant, il commence à en avoir pas mal, mais à l'époque, il y en avait tellement peu qu'en fait, ça a tué Windows 10 mobile, basiquement. Parce que les gens n'avaient pas d'application, il y avait genre juste les trucs Microsoft, pratiquement. Et les autres applications étaient genre bancales et tout. Ce qui était un peu dommage, parce que l'OS avait des idées très intéressantes et ça rapportait de la concurrence. Surtout que, vous allez me dire, il y a de la concurrence, Aurélien. Il y a Apple avec iOS et puis il y a Android. Ouais, je suis en mode, non, il n'y a pas de concurrence en fait. Parce que Apple et iOS, c'est leur propre truc. Vous voyez, il n'y a que les iPhones qui ont iOS et les iPads. Du coup, c'est pas vraiment une concurrence selon moi. En plus, surtout qu'Apple, juste est en mode, on sort que des téléphones haut de gamme. Donc, basiquement, si vous voulez un téléphone milieu de gamme maintenant, il est forcément sur Android. Genre, il n'y a pas le choix. Donc, c'est un petit peu dommage. Et
Du coup, la news triste ici, c'est que Windows 10 Mobile voilà, arrive en fin de vie. Genre, littéralement, il ne sera plus update, au niveau sécurité et tout ça. Du coup, si vous avez encore un téléphone sur Windows 10, malheureusement, si vous tenez un minimum à votre sécurité, surtout si vous avez des applications de banque, s'il y en a qui ont été développées sur votre téléphone, ou alors si vous utilisez via navigateur, je vous déconseille en tout cas d'utiliser tout ce qui est sécurité importante. Si c'est juste pour regarder des vidéos YouTube et tout ça, genre, faites-vous plaisir, hein, évidemment. Mais pour le reste, faites attention. S'il y a une faille qui est découverte, elle ne sera pas fixée ou autre chose. Et du coup, ben, ça signe la fin de l'essai de Windows pour faire justement un OS mobile. Toutefois, il faut le préciser, vous avez le launcher Windows qui est assez populaire sur Android. Je compte d'ailleurs faire peut-être une vidéo dans le futur, ça pourrait être intéressant. Qui, en gros, c'est un launcher Android qui modifie un petit peu comment est un petit peu l'apparence du launcher de base d'Android, mais il reste assez proche. Hein. Genre, vous avez un app drawer, donc quand vous. L'app drawer, c'est là où il y a toutes les applications et tout ça. Ça reste assez proche, mais vous avez l'intégration Windows dedans, et notamment, vous pouvez même lier votre téléphone à votre PC pour recevoir les SMS et tout ça sur votre PC, un peu comme le fait iOS avec les Mac, et ça marche plutôt bien en réalité. Donc certainement, si vous êtes sur un Windows Phone et que vous voulez toujours cette intégration avec votre PC, mais que vous n'avez pas le choix de changer de téléphone parce que peut-être le vôtre est trop vieux ou autre chose, ça peut être une bonne alternative pour vous, à compter qu'évidemment, vous pouvez installer ce launcher Windows sur n'importe quel téléphone Android, ok? Il n'y a pas de limitation ou autre chose, il ne faut pas avoir un téléphone routé ou autre chose. Donc je tiens à le préciser. Donc voilà. Au revoir, du coup, Windows 10 Mobile. Tu aurais été sympathique sur certains aspects, mais tu as été. Genre. J'ai toujours été étonné là-dessus parce que, genre, Microsoft était clairement en position de dominer ce marché. Microsoft a fait les premières tablettes pour information et tout ça, et je sais pas pourquoi ils ont. Je comprends pas comment ils ont raté leur coche avec ça. Mais bon, ça arrive des fois. Vous voyez, il y a des sociétés dans des positions dominantes et ils deviennent complaisants, littéralement. Ils étaient complaisants avec Windows 7 et ils font pas attention. Il y a quelque chose qui sort de nulle part et ils se font avoir. Prochaine news. Alors, je tiens à préciser, les news de la semaine sont genre, il y a que des trucs qui vont mourir, en gros, dans les news de la semaine, voilà. En même temps, j'ai l'impression que c'est parce que c'est 2019, donc ça arrive à la fin de beaucoup de trucs. Google a arrêté la production du Chromecast audio, ce que j'étais très étonné, parce que, genre, ça marchait plutôt bien, et les gens aimaient assez bien le principe du Chromecast audio, et je pense qu'ils avaient quand même des bonnes ventes, en fait, parce que c'est genre... Ça vous permet, basiquement, si vous avez un vieux système audio avec un jack, basiquement, vous mettez le Chromecast audio dessus, et c'est parti, il est intelligent maintenant. Vous pouvez être en mode, hey, je vais éviter. Ok, Charlie, joue ma musique préférée sur le système audio de la cuisine. Et vous pouviez jouer des trucs comme ça. Ça le rendait intelligent, quoi, basiquement. Et ça coûtait rien en plus. Ça coûtait 20 euros, je crois, le Chromecast audio. Du coup, c'était vraiment bien. Et du coup, ils l'ont tué. Basiquement, ils l'ont tué. Je sais pas pourquoi. Ma théorie derrière, c'est que peut-être qu'ils sont en mode... C'est un peu comme avec le jack, vous voyez. Le jack, la raison pour laquelle beaucoup de gens veulent le garder, c'est parce qu'ils ont beaucoup de trucs en jack et qu'ils n'ont pas envie de changer leur matériel, tout simplement. Toutes les sociétés un peu qui vendent des trucs, ils voudraient vous vendre un nouveau casque sans fil et tout ça, évidemment, parce que si vous vendez un casque, ils font une vente. S'ils enlèvent le jack, ils peuvent vous vendre peut-être un casque sans fil, alors que s'ils laissent le jack, ils vendront pas de casque sans fil, certainement. Donc, vous voyez un petit peu le principe derrière. Je pense qu'il y a un peu la même chose avec ça. Et c'est plus au point que maintenant, Google a le Google Home. Ils ont aussi maintenant le Google Home Max, cet énorme speaker. Et du coup, ils sont en mode, ils regardent, ils se disent, au lieu littéralement, on propose aux gens pour 20 euros de rajouter des fonctionnalités intelligentes à leur truc existant, on préfère vendre en fait un Google Home ou un Google Max. Genre, on se fait plus d'argent et ça vaut plus la peine sur le futur et tout ça parce qu'on contrôle tout, quoi. Et je pense que c'est la logique qu'ils ont un peu derrière. Après, peut-être qu'il y avait des mauvaises ventes, hein, j'en sais rien là-dessus, mais de ce que je voyais, en fait, j'ai vu beaucoup de contenu dessus et j'ai vu beaucoup de gens qui disaient j'aime vraiment bien mon Chromecast audio, quoi. Donc, c'est ça que je me dis que normalement, ils devaient en vendre assez pour que ce soit, genre,
rentable de le produire. Mais peut-être que oui, justement, c'était peut-être pas le cas. Mais selon moi, je mets un petit peu mon chapeau en aluminium là, mais bon, selon moi, c'est une raison. C'est genre, ils en ont vendu assez maintenant, peut-être, à tous les gens qui en avaient vraiment besoin, et maintenant ils se disent, ok, maintenant, si vous voulez un système intelligent Google pour de l'audio, il faudra acheter un Google Home ou il faudra acheter un Google Max Audio, je sais même plus comment il s'appelle. Et basiquement, c'est ce qu'ils veulent faire. Euh, Après, c'est ma théorie, évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être, justement, là-dessus. Mais, à mon avis, c'est certainement le cas. Dans tous les cas, c'est vraiment dommage, parce que c'était un produit très intéressant pour ceux qui avaient justement des anciens systèmes audio et tout ça. Ouais, même utilisé dans des cas vraiment spécifiques, en fait. Hein. Par exemple, je sais pas moi, vous avez peut-être des systèmes audio sans fil et que vous avez quand même un jack d'entrée quelque part, vous pouviez l'utiliser pour ça. Vous pouviez l'utiliser certainement aussi avec n'importe quoi en fait, qui a un jack. Enfin, franchement, ça peut être n'importe quoi en fait. Donc ouais. Ou même transformer une enceinte, transformer une enceinte en une enceinte intelligente n'importe où, n'importe comment quoi. Surtout qu'une enceinte, vous voulez acheter un Google Home. Un Google Home, c'est 100 balles. Un Google Home Mini, c'est genre 50 balles, il me semble. Mais le Google Home Mini, c'est un tout petit speaker. C'est pas, genre, on va être très honnête, c'est pas du méga audio. Alors qu'un bon système audio basique, pas intelligent, vous en avez déjà un très bon pour 50 ou 100 euros. Du coup, vous pouviez en mettre un petit peu partout dans chaque pièce, par exemple, avec un Chromecast audio limite dans chaque pièce, parce que ça coûte pas trop cher. Et puis vous pouviez être en mode, tiens Google, joue ma musique préférée dans la cuisine, ou joue ma musique préférée dans le salon. Et puis vous pouviez changer de pièce comme ça, et c'était pas mal. Et vous pouviez juste avoir un Google Home Mini au centre de tout, qui contrôle le tout par vocal. Mais bon, bref, c'est dommage, quoi qu'il arrive, et je comprends pas trop pourquoi ils l'ont arrêté. Ensuite, oui, on continue avec les news hein, de mort et tout ça. On est dans la dernière année de support officiel de Windows 7, oui. Donc c'est la dernière année que Windows 7 sera supporté d'ailleurs gratuitement. Je pense qu'il y aura toujours moyen, si vous êtes une entreprise qui a un petit peu de mal à passer, à toujours payer Microsoft ou autre chose pour des updates. Mais basiquement, c'est le début de la fin pour Windows 7. Et si vous êtes encore sur Windows 7, ça veut dire que si vous tenez un minimum à votre sécurité, surtout, encore une fois, avec les applications sensibles, banque, tout ça, il faudra peut-être upgrade. Si toutefois vous avez juste un PC genre pour jouer, ou un PC multimédia raccordé à votre TV, je vais être très honnête, c'est pas hyper grave, ok? Genre, c'est vraiment pas hyper grave. Ce serait quand même bien de changer, hein, d'un point de vue sécurité, mais c'est pas non plus hyper grave d'attendre un petit peu. Mais on verra une news juste après d'ailleurs un petit peu par rapport à ça, qui peut être intéressante. Mais bon, ouais, c'est la fin de Windows 7. Il aura bien servi, hein, il a été introduit il y a énormément d'années, hein, pour information. C'était l'un des OS les plus populaires au monde, largement. Hein. Je pense qu'il y a encore énormément de personnes qui sont dessus, surtout que beaucoup de gens avaient skip Vista pour passer à Windows 7, beaucoup les entreprises, donc il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent. Hein. Pour information, il y a même énormément de gens encore qui l'utilisent. Hein. Donc Windows 10 a récemment passé devant Windows 7, hein, pour dire. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de PC sur Windows 7. D'ailleurs, oui, le support officiel, d'ailleurs, se terminera, le vrai support full officiel se terminera le 14 janvier 2020. Exactement une année après cette news. On est évidemment quelques jours après, donc voilà. Et comme elle le précise, oui, vous pouvez payer, évidemment. Si vous êtes une entreprise ou autre chose, vous pouvez payer pour avoir du support encore plus étendu, mais il n'est pas gratuit. Donc personnellement, je dirais, quitte à payer, passez à Windows 10, parce que vous devrez faire ça de toute manière un jour ou l'autre. Ensuite, petite news niveau hardware. On continue avec les rumeurs de cette GTX 1660 maintenant Ti. What? Ok. En gros, basiquement, ce serait une RTX 2060 légèrement castrée. D'ailleurs, on peut avoir un peu les stats ici. Donc, elle aurait 1536 coups d'accord au lieu de 1920 pour information. Une RTX 2070 en a 2300. Vous pouvez ici un peu voir la différence. Donc, basiquement, à mon avis, ce serait à peu près au même niveau de performance qu'une GTX 1070, ce qui est déjà pas mal, hein, surtout si elle sort à un prix très honnête. Et elle aurait donc 6 Go de RAM et tout ça. En GDDR5X, il me semble. Ah non, elle a toujours de la GDDR600, ça c'est pas mal en réalité. Donc, on s'y attend un petit peu parce que je pense qu'NVIDIA a un petit peu un problème, c'est que les RTX
et j'en parlerai d'ailleurs dans la review de la RTX 2060, les RTX restent chers, ok? Mais s'ils veulent que la technologie du ray tracing décolle, il faut que les gens aient des cartes ray tracing. Parce que vous pouvez pas aller voir un développeur et puis être en mode hey, tu peux utiliser le ray tracing dans ton dernier jeu, il y a 1% des gens qui pourront en profiter. Qu'est-ce qu'il va dire le développeur? Il va être en mode 1% des gens, tu déconnes? Genre, je vais pas m'amuser à payer mes employés pour développer un truc qui va être utilisé par 1% des gens. Donc c'est pour ça que l'intérêt pour Nvidia, c'est d'avoir un maximum de cartes ray tracing, même si certaines de ces cartes ne sont pas les plus performantes en ray tracing, ou même qu'elles permettent de parfaitement jouer avec les fonctionnalités ray tracing activées. Ils veulent juste en avoir un maximum sorti pour que ça tourne le mieux. Mais en attendant, quand on parle de cartes graphiques sous la barre des 300 €, c'est pas possible à mon avis. Selon moi, il n'y aura pas d'RTX 2050. C'est juste ce serait trop bizarre, ok? Ce serait vraiment il n'y aura aucun véritable intérêt parce qu'elle ne serait pas assez puissante tout simplement pour du ray tracing. Du coup, ils regardent ça, ils se disent, quitte à avoir une carte à cette gamme de prix-là, autant en avoir une qui n'a pas le ray tracing, mais qui aussi ne fout pas en l'air l'avantage du ray tracing parce que, encore une fois, vous voyez, elle n'a pas autant de coups d'accord qu'une 2060. Donc, il y a des gens qui vont encore se dire, quand ils vont imaginer dans 2 mois, elle est sortie, ok, il y a des gens qui vont regarder pour acheter une carte graphique, ils vont voir que la RTX 2060 est plus puissante que la GTX 1160 ou je ne sais, peu importe son nom, et ils vont se dire, je vais prendre la RTX 2060 si c'est dans mon budget, parce qu'elle est plus puissante. Donc vous voyez pourquoi elle est moins puissante. S'ils sortaient une GTX 2060, basiquement, qui n'a pas le ray tracing, juste, c'est basiquement une RTX 2060 sans le ray tracing, ils vendraient plus de RTX 2060, ou en tout cas, ils en vendraient beaucoup moins. Donc, je comprends pourquoi ils ont un peu castré cette carte. Après, ça veut pas dire pour autant que je suis en mode « Oh, génial que vous l'ayez castré, hein !» je comprends, mais c'est pas forcément ce qui est mieux pour le consommateur, évidemment. Un autre truc, du coup, c'est la nomenclature. Au début, la rumeur, c'était une GTX 1160, maintenant c'est une GTX 1660. J'ai juste envie de dire, on peut arrêter avec les noms qui portent à confusion. Moi, j'ai une idée. Vous savez quoi? Appelez-la GTX 2050. Pourquoi s'embêter? Appelez-la GTX 2050 Ti peut-être même. Juste voilà, c'est simple. GTX, on sait que c'est pas une RTX, elle n'a pas le ray tracing parce que c'est juste GTX. On est habitué au GTX de toute manière, et d'ailleurs ils vont mettre GTX dans le nom, quoi qu'il arrive. Et puis, comme elle a la même architecture que les RTX 2060, hein, pour information et tout ça, juste elle n'a pas les Tensor Core qui permettent de faire tout ce qui est le ray tracing et tout, ou l'anti-aliasing à intelligence artificielle. Il n'y a pas ça. C'est juste basiquement la partie pure rendu 3D, performance 3D. Du coup, c'est logique selon moi de la mettre dans la série 2000 parce que la série 2000, c'est pour moi, quand je pense aux cartes graphiques de la série 2000 Nvidia, je ne pense pas forcément au ray tracing. Moi, je pense à la nouvelle architecture qui s'appelle Turing. S'il y a une carte avec du ray tracing, c'est dans le nom, ça s'appelle RTX, vous voyez. Donc, selon moi, ce serait plus logique de faire une GTX 1050 Ti et une GTX 2050 Ti. Et puis, comme il y a G dans le nom, elle n'a pas le ray tracing, point. C'est simple et efficace pour tout le monde. Mais on sait que comme c'est une 2050, elle a la même architecture niveau performance que les mêmes cartes de la même génération. Parce que là, 1660, je veux dire, on va être très honnête, ça veut rien dire, parce qu'il y a même des gens qui vont être en mode ok, alors je pourrais acheter une GTX 1080, ou alors je pourrais acheter une GTX 1660. 1660, c'est un plus haut chiffre, ça doit être mieux, non? Alors vous allez me dire, c'est un peu la même logique avec la 2050, mais selon moi, comme il y a une énorme différence de chiffre, encore les gens pourraient réfléchir et se dire ah non, encore c'est différent. Là, c'est ça fait juste bizarre. Ça fait très bizarre. Donc, on verra bien, mais ça semble se confirmer, hein, ce 1660. Pourquoi 1600 d'ailleurs? What? Je comprends pas. Ouais. Moi, je l'aurais clairement. Quitte à avoir l'ancien nom, je l'aurais appelé 1660. Genre GTX 1160. Ça aurait été plus logique, mais bon. Bref, vous faites ce que vous voulez, Nvidia, je suppose. Mais ça va porter à confusion à beaucoup de gens. Donc, ma foi, ça me donnera une raison de faire une vidéo qui explique exactement les différences. Et enfin, dernière news.
Je l'ai vu notamment, enfin j'ai vu cette news sur Cocoteland, donc c'est un site que je suis beaucoup au niveau hardware. Donc ils ont fait une news, ils ont un partenariat avec GVG Mal, je sais pas ce que c'est comme site, mais basiquement ils vendent des clés Windows 10 à 10,59 €. Je voulais parler ça d'un point de vue journalistique, genre je suis pas en mode hey allez acheter des clés Windows 10 à 10,59 €. Non, je ne recommande pas d'en acheter. Je ne mets pas en avant ça pour que vous ayez en acheté ou autre chose. Là, j'en parle d'un point de vue informatif. Qu'est-ce que c'est que ces clés à 10,59 €, même des fois moins cher sur Amazon? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est sûr et tout ça? D'ailleurs, ça mériterait certainement une vidéo dans le futur. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors, basiquement, il y a quelques sites, et comme je le dis, vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez en trouver sur des sites de vente de clés, qui vendent des clés Windows 10, genre full clé Windows 10, hein, Home, ou même Pro, ou même Office, qui du coup sont vendus à 5 à 40 €, ça dépend un petit peu, genre il y a certains sites qui sont plus chers ou autre chose, et basiquement, bah, c'est une full clé Windows. Alors vous allez me dire, oh, bah, génial, Windows ça coûte 120 €, je peux l'avoir pour 10 €, c'est génial. Oui, mais le truc, il y a beaucoup de spéculation là-dessus. Premier endroit où ça peut venir, ça vient de pays tout simplement plus pauvres, où Microsoft ne peut pas vendre Windows 120 €. Parce que, genre, aussi bien le salaire du mois est de 120 €, vous voyez? Genre, vous n'allez pas vendre en Inde. euh, D'ailleurs, c'est une bonne comparaison, mais Apple a énormément de mal à vendre des iPhones en Inde. Pourquoi? Parce que les gens ne gagnent pas assez d'argent pour acheter un iPhone. Du coup, ils préfèrent acheter des téléphones Android qui sont aussi performants et qui coûtent moins cher. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Vous pouvez pas aller dans un pays où le salaire moyen des gens est 10 fois inférieur à un autre pays et vendre un truc au même prix. Non, vous baissez le prix. D'ailleurs, c'est ce qui arrive dans ces pays. Genre, quand vous avez un salaire 10 fois plus petit dans un autre pays, bah, la vie coûte beaucoup moins cher. Genre, vous allez au supermarché, vous pouvez acheter plein de trucs pour beaucoup moins cher. C'est logique, vous voyez? Là, c'est la même chose. Vous pouvez pas vendre Windows à 120 €. Du coup, il y a certainement des clés qui viennent déjà de ce genre de marché. Surtout que maintenant, les clés Windows sont universelles. C'est-à-dire que peu importe où vous l'avez acheté, vous pouvez la mettre dans la langue que vous voulez et tout ça. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y en a plus maintenant. Après, évidemment, je suppose qu'ils ont quand même des restrictions dans certains marchés très spécifiques, surtout en Inde. À mon avis, en Inde, ils font des clés spécifiques à l'Inde où ils ne peuvent pas mettre non plus dans la langue qu'ils veulent pour éviter justement ce genre de problème. Après, ça reste Windows, donc vous pourriez certainement installer genre la langue française d'une manière ou d'une autre. Mais bon, là, c'est vraiment des full clés, genre, vous pouvez mettre la langue que vous voulez et tout ça. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est sûr? Donc, comme j'ai dit, bah, si elles viennent d'autres pays, comme ça, c'est sûr sans être sûr. Vous voyez, c'est genre, c'est sûr parce que c'est des vraies clés, mais et puis c'est juste une clé, hein. Ça veut pas dire que vous achetez, ça veut pas dire que votre Windows vient de ce pays-là. Parce que vous pouvez toujours, et j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez créer une clé USB avec Windows, avec l'outil officiel Microsoft, et utiliser une de ces clés-là sans problème. Je l'ai personnellement fait pour justement tester, voir si ces clés étaient sérieuses. J'ai une clé justement sur un des PC, sur le PC de mon frère, qui tourne depuis genre 1 an, justement pour voir si c'est des clés sérieuses qui vont pas se faire justement désactiver au bout d'un moment. C'est ça, c'est la question qu'on pourra avoir aussi. Si c'est des clés qui ont été achetées dans d'autres pays pour être revendues dans des pays plus riches pour moins cher, est-ce que Microsoft ne va pas remarquer ça et se dire non, 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 pas bien, on désactive. Ce qui était déjà arrivé d'ailleurs avec Windows 7 pour information. Euh, une autre question aussi qu'on pourrait se poser, si c'est pas des clés carrément frauduleuses, par exemple des arnaques à la carte de crédit ou autre chose, c'est déjà arrivé avec les jeux vidéo. Il y a certains sites de jeux vidéo, et je n'hésite vraiment pas à les citer. Vous avez G2A, Kinguin, je ne sais même plus le nom exact. Ce genre de site, alors pas tous les sites qui ont des jeux pas chers, c'est le cas, mais les sites qui autorisent des revendeurs, c'est souvent le cas. Donc par exemple sur G2A, vous n'achetez pas une clé à G2A, vous achetez une clé à un revendeur. C'est un peu comme Amazon. Amazon, vous n'achetez, tous les produits que vous avez sur Amazon n'appartiennent pas à Amazon. Il y a beaucoup de revendeurs. D'ailleurs, il me semble que c'était 80% des produits vendus sur Amazon ne viennent même pas d'Amazon. Ils sont stockés chez Amazon, mais c'est pas Amazon qui les a trouvés ou autre chose. Les clés sur ces sites de jeux vidéo, c'est un petit peu la même chose. Sur G2A, par exemple, c'est la plupart des clés vendues, c'est même pas G2A qui s'en occupe. Et il y en a beaucoup qui sont des cartes, qui ont été
obtenues via des cartes frauduleuses ou autre chose. Et du coup, ils les revendent après beaucoup moins cher pour faire un profit. Parce que basiquement, ils ne les ont payés rien du tout, vu qu'ils ont arnaqué la personne à qui ils ont acheté. Du coup, dans ce cas-là, ça pourrait être aussi la même chose pour ces clés Windows. On n'en sait rien, encore une fois. Ça dépend, évidemment, là où vous l'achetez. Il n'y a aucun vrai site sérieux où vous pouvez acheter ce genre de clés, je vais être très honnête. J'aime bien Cocotelant, mais personnellement, je ne connais pas du tout JVG Mall. Peut-être que c'est pas du tout un site très sérieux. La même chose avec les clés que vous trouvez sur Amazon. Encore une fois, c'est pas Amazon qui les vend, c'est un revendeur. Donc vous ne savez pas qui est ce revendeur et tout ça. Donc c'est très discutable tout ça. Après, le truc que je vois, moi, et je l'ai fait, hein, je vais être très honnête, je l'ai fait avec le PC de mon frère pour tester d'un point de vue journalistique, évidemment. J'ai acheté une clé, il me semble que je l'ai payé 8 euros, je crois. Et le truc, c'est, je suis prêt à perdre ces 8 euros. Vous voyez, c'est pas une énorme somme d'argent. Je suis prêt à perdre ces 8 euros pour voir si ça marche réellement. Et jusqu'à maintenant, ça marche. Après, je suppose que ça varie d'un site à l'autre. Donc, je vais être très honnête, je ne recommande pas du tout ça. C'est à vos risques et périls. Je vous recommande surtout d'acheter Windows. Après, évidemment, je ne peux pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Mais je tiens à le préciser là-dessus. La question du coup aussi qu'on pourrait se poser maintenant, c'est, j'ai des petites théories aussi là-dessus. Comment ça se fait que Microsoft ne fait rien? Comment ça se fait qu'il y a des sites qui font clairement de la pub? Il y a Amazon qui vend des clés Windows et Microsoft ne va pas voir Amazon en mode hey, arrêtez, non, genre empêchez ça, quoi. Amazon n'est quand même pas stupide, il pourrait empêcher la vente de clés Windows. Genre, il pourrait vendre tous les produits qui incluent clés Windows ou autre chose, qui ne sont pas des ordinateurs ou autre chose. Il pourrait vous voyez, arrêter leur vente, quoi. Pourquoi ça continue d'exister? J'ai une théorie là-dessus. Le truc, c'est que quand Windows 10 est sorti, il était gratuit. Genre, vous pouviez faire une mise à jour de votre Windows 7 gratuitement. Du coup, on sait que Microsoft ne s'attend pas à faire forcément de l'argent avec la vente de Windows 10. Il s'attend à faire de l'argent avec le fait de collecter vos données, vendre vos profils de publicité à des annonceurs de pub et tout ça. Ils veulent que les gens utilisent Windows. Basiquement, ils veulent avoir le modèle Android. Bien qu'ils continuent de vendre Windows, hein, parce qu'à mon avis, ça leur fait quand même de l'argent, donc ils ne vont pas cracher sur un peu d'argent. Hein. Les gens étaient habitués à payer Windows, autant le garder payant. Mais ils ont une approche plus Android où c'est gratuit, mais ils mettent des trucs qui leur permettent de gagner de l'argent derrière. Et à mon avis, le truc avec ça, c'est que comme ils avaient fait Windows gratuit au début, Windows 10, hein, ils doivent tolérer plutôt, voilà. Ils doivent tolérer ce genre de vente de clés parce qu'ils se disent, bah, de toute manière, les gens qui achètent des clés sur ces sites-là, ils n'auraient pas acheté un Windows à 120 euros. Ou en tout cas, ils en auraient acheté un. Vous voyez, ils n'en auraient à peine acheté. Ou alors, ils n'en auraient pas du tout acheté, ils l'auraient craqué ou autre chose. Parce que de toute façon, ça existe toujours, ça. Et du coup, ben, ils se disent, ben, quitte à avoir quelqu'un qui le craque ou qui ne l'achète pas, autant qu'il l'achète pour presque rien et qu'on gagne presque rien, mais qu'on a un utilisateur officiel Windows qui a des mises à jour, qui du coup pourra recevoir des mises à jour qui rajoutent des pubs ou autre chose de notre part, qui utilisera du coup tous nos outils sur Windows, tout ça, et genre, autant, un peu comme Android, autant avoir quelqu'un qui n'a pas payé, mais qu'on peut exploiter, que plutôt que d'avoir quelqu'un qui n'a pas payé et qui a une version craquée et qui du coup il n'a jamais de pub ou autre chose. Et du coup, ben, selon moi, la logique, c'est ça, basiquement. C'est que c'est certainement plus rentable de permettre à ce genre de choses d'exister, surtout qu'en plus ils avaient offert Windows 10 gratuitement à sa sortie, donc je veux dire, comparé à la sortie où ils offraient gratuitement, là au moins ils gagnent, même si c'est vendu, même s'ils gagnent que 2 euros sur chaque clé, c'est 2 euros, donc ouais. Mais bon, après évidemment, si c'est pas des cartes, si c'est pas des clés qui ont été achetées avec des cartes frauduleuses. Donc ouais, ça c'est ma théorie évidemment. Ce serait bien de pouvoir le confirmer avec Microsoft, mais je suppose qu'ils nieraient en bloc une telle théorie qui, évidemment, reste clairement une théorie. Donc, voilà, c'est à prendre avec un grain de sel, ça reste ma théorie là-dessus. Du coup, comme je le dis, je ne le recommande pas, mais bon, ça existe, donc vous faites ce que vous voulez, je suppose, dans tous les cas. Et voilà, c'est à peu près tout là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez justement là-dessus. Et peut-être que vous avez une clé frauduleuse comme ça. Enfin, frauduleuse. Peut-être que vous avez une clé que vous avez achetée comme ça. Depuis quand vous l'avez?
Est-ce qu'elle marche toujours? Est-ce que vous avez eu des problèmes, autre chose? Dites-le moi, ça, je serais assez intéressé de voir s'il y a justement des gens qui ont eu des problèmes avec ce genre de clé. Donc voilà, ça c'était tout au niveau des news. On va passer au moment où on lit les commentaires. Ok, alors maintenant passons aux commentaires justement des vidéos de la semaine dernière du coup, vu qu'on a manqué la semaine dernière, et aussi de cette semaine, enfin non, la semaine avant-dernière et de la semaine dernière. Du coup, il y avait pas mal de précisions, oui, au niveau de la mission spatiale chinoise sur la face cachée de la Lune. Mathieu a refait pas mal de précisions là-dessus. Merci Mathieu. J'ai fait quelques erreurs, je dois bien l'avouer. Notamment le fait qu'il y avait déjà eu une mission spatiale, enfin, il y avait déjà une mission de la Chine sur la face cachée de la Lune en 2013, qui faisait que du coup, c'était pas si exceptionnel. Bon, je pense que c'est quand même exceptionnel parce que, genre, allez-y, quoi. Pose un truc sur la face cachée de la Lune, c'est assez exceptionnel. Mais c'est pas unique. Vous voyez, c'est plutôt ça. C'est pas unique, mais ça reste exceptionnel, selon moi. Aussi, il y avait qu'un satellite de communication qui est au point L2 et d'autres petites informations comme quoi, oui, ils prévoient une station spatiale. Ils ont aussi leur nouveau lanceur qui est en cours de développement, un lanceur lourd, un peu comme SpaceX ou Blue Origin ou même la NASA qui eux aussi développent des lanceurs lourds. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Apparemment, j'ai fait une erreur sur la description. Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. Donc ouais. Vivement la fin d'Apple. Ah, je dirais pas vivement la fin d'Apple. Je suis en mode plutôt vivement que Apple change de direction. Genre, j'ai hâte le jour où les investisseurs vont vraiment se dire ok, non, Tim Cook, tu comprends plus rien. Genre, tu fais du caca. On va te remplacer. Parce que avec l'histoire avec Apple, et c'est la même chose avec beaucoup de constructeurs de téléphones. Le prix augmente, et à côté de ça, vous avez les acteurs qui viennent de Chine, Huawei, Xiaomi. Ils arrivent et ils sont en mode, on va sortir un très bon téléphone pour beaucoup moins cher. Et ces téléphones-là, du coup, se vendent de plus en plus. Et les marques, elles comprennent pas, vous voyez. Ils comprennent pas qu'ils sont en train de se faire littéralement couper l'herbe sous le pied petit à petit. Je comprends pas. J'ai l'impression que en fait, non, j'ai l'impression qu'ils essaient d'en profiter le maximum jusqu'au jour où ils devront vraiment revenir en arrière au niveau des prix. C'est vraiment bizarre. Une chose est sûre, euh, ça devient ridicule et je pense qu'il va y avoir de plus en plus enfin, oui, de concurrents. Non, il va y avoir de plus en plus de marques qui vont avoir des problèmes dans le futur parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui arrive littéralement. Bon, évidemment, c'est dur de... Ouais, non, c'est même pas forcément, parce que quand vous regardez, qu'est-ce qui fait que Huawei peut produire un téléphone si peu cher? Vous allez me dire, bah, il le fabrique en Chine. Ouais, ben Samsung aussi fabrique ce téléphone en Chine. Apple aussi. Donc, ils n'ont pas cette... C'est pas là que vient de l'avantage. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'ils ont moins de personnes qui développent du logiciel dessus. Certainement. Ils ont moins de support technique. Certainement. Mais encore tout ça, il y a moyen de s'en sortir pour pas non plus énormément cher. Je veux dire, il suffit juste d'être intelligent. Par exemple, le support technique, un truc que vous pouvez faire, et beaucoup de sociétés l'ont fait, vous vous associez à des trucs de support technique qui marchent très très bien déjà, au lieu de faire votre propre support technique. Genre, vous allez trouver des réparateurs de téléphones qui sont basés en France, qui sont basés un peu partout dans les pays, et c'est eux genre, vous leur donnez les outils, vous leur donnez les plans des téléphones, vous leur donnez les pièces pour réparer les téléphones, et ils s'en chargent sans problème. Et du coup, vous les payez, et vous pouvez largement économiser là-dessus. Parce que vous les payez selon le nombre de téléphones réparés. Donc, si vous faites des bons téléphones qui ne sont pas beaucoup réparés, vous payez moins. Au lieu d'avoir des employés qui traînent là à ne rien faire. Donc, ouais, il y a moyen d'être intelligent et de faire correctement les choses. C'est juste que je pense que beaucoup de ces sociétés. Le problème, c'est que beaucoup de ces entreprises, même, ont grandi énormément. Et quand vous grandissez de trop, il y a un moment, genre, il faut enlever il faut, c'est un peu horrible à dire comme ça, mais il faut enlever tout ce qui est inutile parce que, en fait, non. Selon moi, c'est pas un problème si une grosse société vire des gens. Le problème, c'est qu'une grosse société engage trop de gens. Il n'aurait pas besoin de virer 1000 personnes, 10 000 personnes si c'était pas, parce qu'il y a beaucoup de sociétés, ils sont en mode, on va juste engager plein de gens. Genre, il suffit d'engager plein de gens et puis ça marchera. Non, juste, ça marche pas comme ça. Enfin bref, ça reste mon avis évidemment sur la question, mais très clairement, au niveau téléphone et tout ça, smartphone, on arrive à une époque où on va avoir une mini-révolution à ce niveau-là, où, basiquement, je pense que les top vendeurs de téléphones vont changer dans les années à venir. J'espère que les gros constructeurs vont se rendre compte.
Samsung, c'est les mieux placés pour s'en rendre compte. Hein, j'espère qu'ils s'en rendent compte. Enfin, ils commencent à s'en rendre compte. Soyons honnêtes, ils commencent à s'en rendre compte. Si vous regardez les Galaxy A, la série A, qui n'est pas la série haut de gamme, c'est une gamme en dessous, ils sont pas trop mal. Ils ont encore du chemin à faire dessus, mais ils sont pas trop mal. Alors que d'autres marques, juste basiquement, vous avez leur téléphone haut de gamme et le reste, c'est rien. Genre, c'est basiquement ça, quoi. Apple, bah, ils ont que du haut de gamme. Si vous regardez peut-être, je sais pas moi, quelle marque, LG, oui, ils ont du haut de gamme, et puis vous regardez des téléphones moins haut de gamme, et ils sont genre bof, quoi. C'est vraiment ça. Samsung était comme ça depuis de nombreuses années. Genre, vous avez le haut de gamme qui est bien, et puis le milieu de gamme, c'est genre bof, quoi. Ça vous a l'impression qu'ils font du milieu de gamme juste parce qu'ils sont obligés de le faire, quoi. Ils s'amusent pas à essayer de faire un bon téléphone. Donc, ouais. Dans tous les cas, il va y avoir un truc là-dessus, parce que ça peut pas juste continuer comme ça. Les dangers cachés de Steam. Tomate pourrie. Ouais. Ok, connais pas. Pas intéressé. Poup. Je fais souvent le pas intéressé sur YouTube pour information. C'est vraiment pratique. Genre, je l'ai... C'est un petit peu un sujet de discussion, mais je l'ai fait depuis des mois maintenant. Genre, vraiment, genre, je fais très attention. Je vais sur la page principale, je suis en mode... Ok, quelle vidéo vraiment je suis pas intéressé? Je fais pas intéressé, pas intéressé. Je lui dis pas pourquoi, je fais juste pas intéressé parce que j'ai pas le temps de lui dire pourquoi. Je lui dis pourquoi des fois quand c'est vraiment des contenus que je veux vraiment pas voir. Et maintenant, je dois bien l'avouer, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je trouve que les recommandations YouTube, en tout cas chez moi, deviennent assez bonnes, genre vraiment. Mais il faut y mettre le temps, quoi. C'est vraiment ça. Parce que si je m'étais pas amusé à faire pas intéressé, elle serait toujours merdique, basiquement. Donc ouais, donc vous aussi, je vous le dis, hein, vraiment, vous allez de 3 petits points à chaque fois, partout, vous faites, voilà, je suis intéressé, c'est le genre de grenier. Mais si vous avez un truc qui vous intéresse pas, tiens, il y a une nouvelle vidéo de Mr. J, nice, faudrait que je regarde. Si vous avez une vidéo qui vous intéresse pas, ben vous pouvez, Texama, pas lui, allez hop, pas intéressé, ouais, faites ça, et ça marche plutôt bien. Enfin bref, ça c'était les commentaires de cette vidéo. Et évidemment, on a les commentaires de l'autre vidéo. On avait quelques commentaires par rapport à la Vega, notamment que j'avais vu. Au final, ce que j'ai vu avec la Vega, c'est que vraiment, dans la présentation, ils ont passé pas mal de temps quand même à parler du point de vue gaming, mais quand on regarde vraiment les spécifications, ça semble être vraiment une carte professionnelle en fait. Et pour genre 700 €, c'est une très bonne carte professionnelle. C'est juste... Le problème, c'est que les gens regardent juste les trucs marketing très vite fait, ils n'y connaissent rien, vous voyez, et ils se disent, ah bah c'est une carte vraiment faite pour les jeux vidéo qui va être hyper puissante, autre chose. Elle est puissante, hein, certainement, et tout ça, mais je pense que c'est pas la bonne façon de le voir. C'est un peu comme un Threadripper, vous voyez, comme un processeur Threadripper. C'est un jeu, c'est un processeur qui vous permet de jouer, mais c'est pas le processeur pour jouer, selon moi. Et c'est pour ça que je pense que ce serait le plus intéressant que AMD travaille vraiment à faire des cartes graphiques qui sont entre 200 et 500 €, surtout entre 200 et 400 €, c'est là qu'il y a le plus de cartes vendues. C'est un marché très intéressant et c'est là que, quand AMD sort des cartes à ce niveau-là, c'est là qu'ils gagnent. Les RX 580 et 570 sont énormément vendus, c'est des cartes très populaires qui ont rapporté certainement beaucoup d'argent à AMD, même si elles ne sont pas les plus chères. Du coup, c'est là qu'ils doivent se concentrer, selon moi. D'ailleurs, la RX 570 a tellement redescendu de prix, pour info, elle est à 150, 160 €. Elle est imbattable à ce prix-là. Genre, elle est vraiment imbattable. C'est basiquement une GTX 1060 3 Go pour 150 €. Et c'est très très bon. Donc c'est là qu'ils doivent se concentrer, selon moi. Et puis avec le CS, il y a pas quelques commentaires sur le CS, mais j'ai regardé d'autres news sur le CS pendant la semaine, et basiquement, je vais être très honnête, il n'y a rien d'autre qui m'intéressait. Vraiment. Genre, tout était prévisible, vous voyez. Genre, on savait qu'il allait y avoir des drones, on savait qu'il allait y avoir de l'intelligence artificielle, on savait qu'il allait y avoir de... Tout était prévisible, quoi. Il y avait très peu de trucs inattendus. Et bah, c'est pas hyper grave, mais c'est un peu décevant, selon moi. Du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai pas d'autres news sur le CES à vous présenter. Il y a le World Mobile Congress à Barcelone en février, pour information. Il y a aussi, normalement, l'événement Samsung en février pour le Galaxy S10.
qui devrait coûter extrêmement cher et qui ne devrait pas coûter aussi cher, mais c'est pas grave. Du coup, ça devrait être plutôt intéressant. Mais en attendant, oui, on a les autres news. Mais bon, dans tous les cas, on va rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Que pensez-vous de mon nouveau setup où je peux faire bim bam boum? Voilà, je suis en grand. C'est génial. Qu'est-ce qui reflète ici? Je vois un truc ici. Ah non, c'est là. Ah oui, c'est la lumière qui passe à travers le truc. J'étais en mode... Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a genre... J'ai l'impression qu'il y a un truc de chips, alors que je mange jamais sur ma chaise, pour information. Je mange jamais au bureau. Je suis très propre là-dessus. Parce que de toute façon, c'est déjà une vieille maison, il y a plein de poussière qui tombe du plafond et tout ça. Donc, il y a déjà assez de poussière comme ça pour que rajouter des trucs de chips et tout ça. Mais bon, je tiens à préciser par rapport à ce setup, il y a juste un problème. C'est que l'autofocus du G7 est vraiment genre bancal des fois. Des fois, il va focus sur le micro qui est juste là, hein, qui est en dehors du centre. Hein. D'ailleurs, il faudrait que j'aille vérifier dans les paramètres si j'ai bien dit de focus au centre. Mais bon, des fois, il focus là-dessus. Et il focus pas sur mon visage. Et genre, je reste comme ça. Genre, je le regarde, je suis en mode, je tire ma tête du truc, je remets ma tête bien visible. Il me focus pas, quoi. Donc, ouais, G7. Mais bon, c'est quand même pratique. Vous voyez un effet de flou aussi là au-dessus. C'est là, ouais. Là, c'est le bord de l'écran, pour information. Comme ça vous permet de situer. Mais bon, ce nouveau setup est vraiment sympathique. Et basiquement, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai un setup, genre, vraiment, genre, assez... genre, je pourrais faire du stream pro avec ce genre de setup. J'ai le deuxième PC si je veux. J'ai la caméra reliée directement au PC et tout, qui peut filmer autant que je veux. Elle chauffe un peu, mais ça va encore, ça reste raisonnable. J'ai le micro. Je peux output le son du micro vers le second PC pour être capturé directement, sans problème. Ouais, ça marche plutôt bien. Enfin bref, du coup, on va rester là pour cet épisode du Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous!